Donc maintenant, nous allons laisser la parole à Grégory Nino, qui a plusieurs titres, hein. Professeur à l'Université de Montpellier, membre de l'Institut universitaire de France, directeur adjoint de l'Institut d'Hébrée d'épidémiologie et de santé publique à l'Université de Montpellier, chargé de recherche à l'Institut du cancer de Montpellier. Et puis tout dernièrement, comme ça ne suffisait pas, il a créé aussi, donc, il est président de la Société savante NPIS, dont il va nous parler parce qu'il y a vraiment beaucoup de liens à voir entre ce qu'il fait aujourd'hui et ce que c'est que les interventions non médicamenteuses, et puis le rôle aussi de cette société savante qui est en train de se déployer à l'échelle internationale. Donc on a beaucoup de questions parce que c'est vrai que les patients atteints de cancer particulièrement sont intéressés et sont souvent en train de chercher qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour pouvoir améliorer leur vie durant le parcours, pendant la maladie, pendant les traitements. Et en même temps, ils n'osent pas trop en parler aux médecins parce qu'ils savent que quelquefois les médecins ne sont pas tout à fait d'accord. Donc, ils le cachent, ce qui peut entraîner aussi justement certaines difficultés, et ça vous allez nous les expliquer. Je pense aussi ce que ça peut provoquer quand on ne dit pas à son médecin qu'on prend tel ou tel produit et que ça peut avoir des interférences avec des chimios, mais aussi ça peut être sur d'autres sujets et d'autres actions qu'on peut faire et qu'il est important aujourd'hui d'un peu de faire le euh, peut-être aussi table rase des idées reçues qu'on peut avoir, mais aussi d'avoir une approche quand même scientifique, et c'est ce que vous essayez d'avoir avec cette société savante, pour justement savoir en fait aujourd'hui qu'est-ce qui est efficace et qu'est-ce qui est sans danger. Et à ce sujet, je pense qu'on est nombreux à attendre vos réponses. Donc, je pense que vous avez préparé un petit PowerPoint et qui résume un peu toutes les questions que nous avons balayées avec les associations. Et puis, il y en aura certainement d'autres. Et il y aura donc un grand temps d'échange aussi. Et là, vous pourrez répondre à toutes ces questions. Et je crois en plus que là, on a prévu de mettre tout ça en live en même temps, là, sur les réseaux sociaux. On en a fait un essai, a priori, ça marche. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer dans le chat au fur et à mesure. Oui, On essaie d'y voilà. répondre. Donc, Grégory, c'est à vous. Merci Françoise, merci Aurore, merci de m'accorder effectivement la parole. Je vais mettre mon diaporama en espérant que vous le voyez. Est-ce que c'est bon? Tout à C'est fait. bon. Bien. Donc je m'adresse à vous effectivement en tant que chercheur. Je ne suis qu'un chercheur dans ce sujet-là. Et vous allez voir que je ne m'adresse pas en tant que je, mais surtout nous. Vous allez voir à quel point ce travail que je vous présente est un travail collectif de plus de 1 000 personnes qui, effectivement, dans le cadre d'une société savante, ont co-construit un modèle standardisé d'évaluation des interventions non médicamenteuses, mais qui conduisent concrètement à un référentiel que je vais essayer de vous présenter au cours de ma présentation. Donc n'hésitez pas dans le chat à poser des questions et effectivement à la fin je répondrai à toutes les questions possibles. Un point évidemment premier qui me semble absolument majeur, c'est que je n'ai pas de lien d'intérêt avec une quelconque entreprise du médicament ou des interventions non médicamenteuses ou autres, hein. Je suis un universitaire, je suis un prof d'université. Et l'enjeu, c'est effectivement qu'on traite un sujet très complexe des soins de support par effectivement un maximum de recul et de données factuelles parce qu'effectivement les opinions l'emportent souvent sur la raison sur ces questions-là. Alors, je vais démarrer tout simplement par un mot que vous avez dû entendre évidemment de plus en plus, en particulier dans les médias. Ce mot, c'est approche complémentaire de soins. Mais en fait, ce mot valise peut revêtir différentes appellations: médecine traditionnelle, médecine intégrative, médecine complémentaire, médecine alternative, pratique non conventionnelle de soins, soins d'accompagnement, médecine douce, remèdes naturels, ou évidemment, c'est relativement connu aussi en oncologie, les soins de support. Bref, on a un
un nom et un mot qui va recouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et sur lequel une enquête en France qui a été publiée en 2021 par une équipe de pharmaciens montre que 85% des patients qui sont traités pour un cancer en France déclarent utiliser une pratique complémentaire. Donc effectivement, ce n'est pas exotique ou ce n'est pas réservé à une géographie particulière ou un nombre de patients spécifiques. Il y a effectivement un engouement pour ces pratiques. Et ce qui est évidemment assez étonnant, c'est que on s'est rendu compte que à travers une étude que nous avons réalisée avec une de mes doctorantes, on a fouillé un réseau social qui donc a publié entre patientes traitées pour un cancer du sein des informations qu'elles pouvaient donner et nous avons cherché à voir quelles étaient les pratiques qu'elles pouvaient se partager. Et effectivement, on voit là un nombre très important de plantes, aloe vera, aromathérapie, belladone, etc., des compléments alimentaires, de la créatine, des vitamines, du magnésium. On voit également des pratiques diététiques, le régime du camp, le régime cétogène, le jeûne, la micronutrition. On voit également des pratiques psychosociales, l'hypnose, la sophrologie, le MBSR, sevrage tabagique, musicothérapie, art-thérapie, etc. On voit également des pratiques psychocorporelles comme le yoga, on voit des activités physiques, mais aussi des massages, donc bodybuilding, pilates, tai chi, des thérapies manuelles comme l'acupuncture, l'ostéopathie, la réflexologie, les guérisseurs, les coupeurs de feu, la chiropraxie, des thérapies par les ondes, des cosmétiques également. Bref, on voit un nombre très conséquent de pratiques et on voit à quel point les pratiques se passe finalement entre patients, entre pairs, PAIR, et qu'il y a un certain nombre de pratiques qui sont utilisées sans nécessairement que les professionnels, vous allez voir, soient au courant de ces pratiques. Le deuxième est donc le nombre qu'on a trouvé à travers donc ce réseau et ces 4 forums Facebook, c'est 13 084 pratiques. Donc vous imaginez la quantité de pratiques qu'il peut y avoir et on est strictement là pour les traitements du cancer du sein. Ce qu'on voit apparaître également, c'est que à côté des 24 professions de santé reconnues par le Code de santé publique, le Code français de santé publique, on voit apparaître un nombre de plus en plus important de praticiens qui sont en dehors des centres, dans des associations, ou parfois qui viennent dans les centres et qui proposent des services, Françoise l'a dit, donc ici des acupresseurs, des aromathérapeutes, des art-thérapeutes, des auriculothérapeutes, des bioénergéticiens, des chiropracteurs, des coachs santé, des sophrologues, des hypnothérapeutes, des kinésiologues, des magnétiseurs, des naturopathes, des sylvothérapeutes, etc., etc. Bref, un nombre important. Et donc, on a fait un recensement uniquement de ceux qui travaillent dans une certaine globalité et on voit qu'on a identifié 230 métiers hors du Code de santé publique. Donc, vous imaginez à quel point le nombre de praticiens peuvent effectivement entourer un patient pour tenter d'améliorer son bien-être, soit potentiellement sa santé. Et dans l'équipe de soins de support dans laquelle je travaille à l'Institut du cancer de Montpellier, une pharmacienne a noté que ben, il était étonnant que finalement les patients qui sont sous chimiothérapie orale peuvent avoir des traitements complémentaires, mais dont les patients ne savent même pas ce qu'ils prennent. Et donc je vous cite 2 rapports qui avaient été faits sur 2 patients particuliers. Le traitement par médecine traditionnelle chinoise, une prise de gélules dont le patient ne connaît pas le nom. Et donc, la pharmacienne chargée de la chimiothérapie, et ça a été évoqué tout à l'heure par Françoise, peut finalement avoir des interactions importantes et on ne sait pas finalement quel est ce produit d'origine chinoise. Mais vous voyez ici un autre cas, le magnésium, la vitamine B, la vitamine D. Le patient prend de nombreuses choses mais n'arrive pas à me faire la liste. Donc, c'est la pharmacienne qui parle. Donc on voit à quel point il y a de plus en plus d'usages, mais que dans la réalité, finalement, il n'y a que peu de traçabilité dans les dossiers et on ne sait pas potentiellement s'il n'y a pas des risques d'interaction. On voit que, et c'est un peu
le sujet d'aujourd'hui, c'est que le marché de ces pratiques complémentaires, de ces soins complémentaires, a complètement explosé. Et le chiffre qui est attendu ici par une enquête qui avait été faite en 2017, c'est 4 250 milliards. Bon, ça vous parle pas, ou enfin en tout cas moi ça me parle pas avec autant de zéros, mais c'est autant que la fabrication d'avions dans le monde. Donc le marché de ces pratiques complémentaires de soins, de beauté, d'anti-âge, de fitness, de pratiques psychocorporelles, de pratiques spa, cure thermale, de pratiques de wellness, vous voyez, de bien-être un peu santé, de nutrition, de perte de poids, de pratiques complémentaires, il y a un marché absolument considérable qui est en train de prendre et nous étions encore avant la Covid. Je vais en reparler. L'autre point important, c'est la réglementation. Eh bien, il y avait une étude qui a été faite en 2012 sur la réglementation européenne autour de ces pratiques. Et techniquement, en fait, il n'y a quasiment rien en matière de réglementation de ces pratiques. Donc finalement, tout le monde peut s'installer, mettre une plaque et proposer ses services. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin de plaque. On peut même sur Internet proposer ses services parce que la liberté est finalement la seule qui conditionne nos réglementations un petit peu européennes. Et finalement, le marché du bien-être n'est pas régulé et on est dans une pratique qui est une pratique de consommation courante. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que la, la façon de fonctionner et ce que on peut recommander et que vous allez retrouver sur beaucoup de magazines, c'est attention, soyez vigilants. Cultivez votre esprit critique, ne vous faites pas arnaquer par des produits qui coûtent trop cher, essayez de comprendre un petit peu quelles sont les explications peut-être mécanistiques, sous-jacentes, parlez-en à un professionnel de santé, croisez vos informations, partagez à vos proches avec discernement et signalez les abus. Bref, tout ça, c'est effectivement pertinent, utile, mais on laisse chaque usager, chaque patient, chaque aidant, chaque famille se débrouiller, se faire sa propre opinion et avec vos risques et périls. Donc tout l'enjeu était à travers un livre que j'avais écrit en 2019 sur le sujet. Est-ce qu'il ne faut pas faire appel à la science pour avoir une clarification finalement et une bonne information des pratiques qui sont fondées sur la science? Et puis effectivement, après, à vous de faire votre choix. Et donc, c'était toute une démarche qu'on avait lancée et on voit qu'il y a à peine 15 jours, donc après la publication dans un éditorial du Lancet disant on est rentré dans un moment de désinformation quasi industrielle. Les réseaux sociaux sont en capacité de donner de la désinformation, pas uniquement de cacher des informations, d'accord, de la mésinformation, mais aussi de la désinformation et que sur lequel ceux qui sont peut-être les plus dangereux parlent plus fort que les gens qui ont une approche rationnelle. En gros, les irrationnels sont bien plus forts à pouvoir communiquer et c'est la raison pour laquelle le ministre de la Santé, Yannick Neuder, a lancé et organisé ce colloque à Paris en disant, et vous pouvez le retrouver en vidéo, en disant qu'il va être important dans les années qui viennent de lutter contre l'obscurantisme parce que, évidemment, les premiers à être touchés, vulnérables, sont les malades, naturellement, et sont ceux qui sont aussi proches et sur lesquels on a envie de se rapprocher ou se raccrocher à beaucoup de pratiques. Donc je vais aller un petit peu plus loin dans cette perspective de désinformation. Vous devez avoir vu, vous devez connaître aujourd'hui des professionnels de santé au Code de santé publique, des professeurs d'université ou des médecins. Vous devez connaître aujourd'hui des praticiens hors Code de santé publique ou des patients, écrire des livres, faire des recommandations en disant, mais oui, voilà comment il faut faire. Et effectivement, est-ce que les preuves scientifiques sont là? Eh bien, c'est tout l'objet du sujet qu'on va voir aujourd'hui, et sur non pas sur les thérapies du cancer, mais sur les thérapies complémentaires.
Euh, Vous avez des organismes périhospitaliers, des associations, vous avez des centres qui vont proposer des solutions qui sont parfois discutables. Vous avez des influenceurs, vous avez des médias, des magazines qui vont faire la recommandation autour de ces médecines naturelles, des remèdes naturels. Vous avez des supports numériques, des applications aujourd'hui, exemple sur le jeûne intermittent, ou des sites internet qui vont vous donner des informations sur telle ou telle pratique, mais finalement, vous ne savez pas si elles sont prouvées ou pas. On va retrouver également des plateformes digitales sur lesquelles vous pouvez acheter des produits, mais pas uniquement des produits de France. Vous pouvez acheter des produits d'Europe, mais vous pouvez acheter également des produits venant de médecine chinoise ou de médecine traditionnelle d'autres pays, et sur lesquels vous les avez le lendemain et avec des recommandations qui ont l'air d'être anti-cancer ou anti-symptômes. Et vous avez plein de services et plein de plateformes qui vous proposent des praticiens à votre disposition en présentiel, en distanciel. Donc, finalement, on en est aujourd'hui rendu à la question de l'efficacité de ces pratiques, à plutôt interroger nos propres opinions avec des documentations qui vont être favorables, et vous allez trouver effectivement des journaux qui vont dire oh, c'est tout à fait favorable, ça marche à tous les coups, et d'autres qui vont dire ah ben non, c'est complètement que des arnaques, et je prends ici l'exemple de l'Express, mais effectivement, vous avez là des opinions et les opinions, elles sont souvent évidemment fabriquées par des sondages. Et je vais vous prendre cet exemple-là parce que je le trouve très caractéristique. Donc un sondage qui a été fait par un organisme connu à la demande du ministère de la Santé et de la Miviludes en 2023, et sur lequel on pose la question à un nombre représentatif de Français. Estimez-vous que les thérapies alternatives sont globalement plus efficaces que la médecine conventionnelle ou classique en vert, aussi efficaces que la médecine classique ou moins efficaces que la médecine classique? Et vous voyez que pour les maux du quotidien ou pour donc les interventions plutôt de façon générale, ben, finalement, on peut se retrouver à avoir une certaine majorité étant aussi efficace que la médecine classique. Mais lorsqu'on regarde dans les détails de la façon dont ils ont posé la question de ce qu'ils entendent eux par thérapie alternative, regardez, c'est absolument ahurissant, finalement, on peut le dire comme ça. Vous avez de l'exorcisme qu'on va mélanger avec de l'hypnose, qu'on va mélanger à une médecine particulière qui s'appelle la médecine anthroposophique, la médecine traditionnelle chinoise, la naturopathie, le pendule, la prière, la sophrologie, la sorcellerie, le végétarisme. Bref, on mélange des modes de vie, des techniques, des pratiques traditionnelles. Bref, on mélange tout et n'importe quoi. Comment voulez-vous arriver à vous faire finalement une opinion sur lequel on a ici des mesures qui ne sont pas fiables, qui ne sont pas rigoureuses? La deuxième perspective pour traiter de ce sujet de l'efficacité des soins de support, des interventions non médicamenteuses, des pratiques complémentaires dans le cancer, eh bien effectivement, c'est d'aller écouter des personnes qui ont vécu en tant que patients. Et donc vous avez ici un exemple avec des ouvrages qui ont été faits, mais il peut y avoir des témoignages patients. Vous avez des praticiens, mais qui vont effectivement parler de leurs propres expériences dans ça marche, oui, mais ce n'est que eux qui le pensent. Et c'est vrai que tout d'un coup, on se retrouve, et j'ai cherché pour cette présentation quelque chose d'un peu impactant récemment, et donc là, ça vient de sortir. Donc ce message qui est sur Internet en disant cette incroyable herbe tue 98% des cellules cancéreuses en seulement 16 heures. Des scientifiques ont fait de nombreuses études pour trouver un remède afin de mettre un terme au cancer, sachant que c'est l'une des maladies les plus mortelles. Ces termes magiques, etc., etc. Bref, comment pensez-vous que euh, autant de recherches qui est faites depuis plus d'une cinquantaine d'années sur le cancer, si cette herbe était aussi miraculeuse qu'ils ont l'air de le prétendre, alors potentiellement, il y aurait déjà beaucoup de traitements là-dessus. Vous voyez que le message qui est passé sur une expérience, quelqu'un qui est fragile va dire, mais bon sang, mais il faut absolument que j'utilise cette plante, hein. Mais on est que sur quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas. Je voudrais prendre un autre exemple. J'ai effacé évidemment les noms, mais d'un médecin coordinateur qui dit, oh ben voilà, on va donc recommander
à mes patients ou à nos patientes d'aller dans une pharmacie. La pharmacie a ouvert ses portes pour les professionnels de santé et les femmes touchées par le cancer du sein au programme présentation de cosmétiques, de gammes textiles et d'accessoires, de protocoles d'accompagnement du cancer par des médicaments homéopathiques, de conseils nutritionnels, le tout dans un espace dédié où la confidentialité est assurée. Ben, finalement, de quoi on parle? Est-ce qu'on doit aller chercher une diététique cancer chez le pharmacien? Comment un médecin adresse finalement ses patientes directement dans une pharmacie? On voit que là, il y a une confusion des genres, un dépassement de fonction entre effectivement celui ou celle qui est médecin, celui ou celle qui est pharmacien et celui ou celle qui peut être diététicien. On voit là des mélanges importants qui amènent évidemment à beaucoup d'incompréhension, mais on ne peut pas blâmer la personne de pouvoir le dire. Mais jusqu'où est-ce qu'elle doit, où est-ce qu'elle doit s'arrêter? Donc, on voit que une version extrêmement radicale du chant va être, avec la création de cette Mivilude, l'idée d'avoir de la vigilance autour des pratiques et des dérives sectaires où la santé, la nutrition et évidemment les traitements du cancer sont des lieux propices à ce que ces pratiques se développent. Donc il y a effectivement une version gendarme nécessaire, mais on ne peut pas s'arrêter là, il faut aller plus loin. Et donc il y a une demande, en particulier des patients. Je prends l'exemple ici de France Asso Santé, qui a publié dans son site internet l'idée qu'il est temps que la science aide, et en particulier les patients, à trier le grain de livret, ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas. De la même façon, euh, la Haute Autorité de Santé avait lancé en 2011 l'idée qu'il faut sortir d'un mot qui n'est pas forcément très précis de soins de support, comme je vous l'ai dit, de pratiques complémentaires, mais bien d'avoir un mot défini. Et le mot choisi par la Haute Autorité de Santé, c'est intervention non médicamenteuse. Donc, nous sommes basés sur cette réflexion pour pouvoir voir qui avait déjà publié en termes d'institutions sur le mot intervention non médicamenteuse et on s'aperçoit que l'Organisation mondiale de la santé parle du terme INM depuis 2003 et je vais beaucoup dire désormais INM si vous voulez bien. Les Anglais en parlent depuis 2007. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en parle depuis 2014. L'Agence américaine de recherche, le NIH, en parle depuis 2016. Le ministère de la Santé en parle depuis 2018. Le Centre de recherche indien en parle depuis 2018 également. Le Haut Conseil de la santé publique 2019. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies depuis 2020. La Commission européenne depuis 2022. On peut continuer comme ça, les Australiens, le CESE, l'assurance maladie, la Cour des comptes depuis 2024, et même les Suisses en parlent en 2024. Vous voyez à quel point ce mot est utilisé, mais finalement, je ne suis pas sûr que parmi vous, vous soyez au clair sur cette notion. Donc, il y a également une demande d'amélioration des pratiques professionnelles par les professionnels de ces interventions non médicamenteuses, parce qu'effectivement, souvent, les praticiens, on va leur donner des modèles physiologiques ou des modèles physiopathologiques ou des modèles psychopathologiques et des techniques, et ils ont l'air à chaque fois de fabriquer une nouvelle méthode pour chaque patient. Donc, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de partage important des connaissances et chacune des formations finalement ne fait pas partager des pratiques qui pourraient se partager au sens beaucoup plus large que simplement une région ou un pays, mais également au niveau européen de dire qu'un protocole de kiné peut être exporté dans un autre pays européen ou plus loin. Il y a un autre point important, les professionnels veulent effectivement le meilleur pour leurs patients, donc ils veulent limiter les effets indésirables, ils veulent éviter des retards de diagnostic, des errances thérapeutiques, des fardeaux thérapeutiques pour le patient, et ils veulent éviter des risques d'interaction. Donc tout l'enjeu, effectivement, de mieux connaître ces pratiques, donc ces protocoles de soins. Ils veulent également sortir des caricatures, et dans les médias, c'est souvent le cas où des médias disent, oh, c'est juste que de la relation
entre un professionnel et son patient. Et tout se joue dans la qualité de leur relation. La réponse est oui, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas uniquement qu'un effet placebo. Si c'est un effet placebo, tout est finalement lié à la relation thérapeutique, alors que beaucoup d'études vont pouvoir montrer que le protocole de soins est aussi important que la relation clinique au patient. Donc, les professionnels veulent aussi améliorer la clarté de l'offre qu'ils ont et qu'ils proposent à leurs patients. Et en fait, lorsqu'on voit le mot euh, soins de support, lorsqu'on voit le mot pratique complémentaire, méfiez-vous, il y a quatre grandes catégories. Un, il y a des systèmes de pensée. La médecine chinoise n'est pas uniquement une thérapie, c'est un système de pensée avec à la fois des diagnostics, et des diagnostics, par exemple, la stagnation du qi du foie, c'est effectivement un diagnostic de la médecine chinoise, et avec des traitements qui vont être proposés, que ce soit de l'acupuncture, que ce soit des plantes médicinales, que ce soit des massages, etc. Mais c'est bien un système de pensée complet. Il y a après le niveau de la discipline. On va parler par exemple de la kinésithérapie, où on va parler de la diététique, où on va parler d'autres types de pratiques. En fait, la discipline est donc un métier en tant que tel. Donc on ne peut pas arriver à prouver si une pratique est efficace ou pas. Mais quelle pratique, dans quelles conditions? Vous avez après une méthode. Une méthode, c'est un protocole avec un début, un milieu, une fin, un contenu, je vais y revenir, ou une technique. Donc la méditation peut être une technique, l'hypnose peut être une technique, mais potentiellement, il peut y avoir également des méthodes d'hypnothérapie spécifiques sur des problèmes. Donc, la demande des professionnels, c'est aussi d'avoir des recommandations qui soient concordantes. Et parfois, il peut se retrouver des désaccords, entre guillemets, et y compris dans des organisations. Par exemple, la Haute Autorité de Santé disait que les interventions non médicamenteuses n'avaient pas suffisamment de preuves scientifiques, mais à côté, elle avait publié en 2017 le fait que l'ostéopathie, le yoga pouvaient être utiles où l'acupuncture pouvait être utile dans la prise en charge de l'endométriose. Donc ces contradictions peuvent être évidemment des choses un petit peu difficiles pour les professionnels. On a aussi ici donc la perspective d'avoir une amélioration significative en matière donc de prise en charge et donc de remboursement des interventions non médicamenteuses. Et depuis 2024, je l'ai évoqué, mais l'assurance maladie s'intéresse à un meilleur remboursement de ces pratiques. Comment ça s'est passé pour le médicament il y a 60 ans? Eh bien, le médicament, il y a 60 ans, les pratiques n'étaient finalement que surtout des routines, surtout de l'attachement crédule à des traditions, et avec quelques exemples occasionnels, anecdotiques, qui étaient la décision ou qui faisait décision médicale. Et il y a eu une avancée très significative avec la construction d'un paradigme consensuel de validation du médicament permettant de la recherche, recherche fondamentale, de la recherche clinique, de la recherche après de déploiement, de surveillance ou de pharmacovigilance, mais en tout cas créer un véritable modèle de validation qui facilite évidemment le travail des médecins, des pharmaciens, mais aussi le bon usage pour les patients. Donc cette révolution a été faite il y a désormais un petit peu de temps. Et nous avons publié une étude en 2019 où on essayait d'inventorier les cadres d'évaluation des interventions non médicamenteuses. Et on en a trouvé 46. Donc 46 cadre ou paradigme d'évaluation de ces interventions non médicamenteuses, vous imaginez la cacophonie que ça peut avoir et qui pouvait justifier ou qui peut justifier jusqu'à présent, en fait, les non-compréhensions entre les uns et les autres sur ce qu'est une intervention non médicamenteuse. Donc, c'est la raison pour laquelle, après donc, la publication de ce rapport à Haute Autorité de Santé qui nous a permis de créer une plateforme universitaire collaborative qui incluait déjà des patients,
Nous avons donc en 2021 créé la NPIS, Non-Pharmacological Intervention Society, donc la société savante des interventions non médicamenteuses, et sur lequel vous allez voir le travail principal que nous avons mené avec les autorités et avec un certain nombre de collaborateurs. L'enjeu était de fabriquer un paradigme scientifique consensuel par une démarche de consensus qui soit intègre, interdisciplinaire, intersectorielle, itérative, participative et transpartisane, avec donc une coordination de 22 experts, dont deux représentants patients, donc qui nous ont aidés à identifier les invariants méthodologiques et éthiques issus de la recherche scientifique, donc spécifiques, vous avez compris, aux interventions non médicamenteuses et s'appuyant sur les recommandations internationales. Donc, ce travail a pris vraiment beaucoup de temps. Je vais vous passer tous les détails et si vous avez des questions, évidemment, on pourra y revenir. Une phase d'élaboration pendant un an, une phase d'amélioration, une phase de vote, une phase après de consultation des autorités, des agences, des sociétés savantes, et enfin une phase de restitution. Nous l'avons restitué au ministère de la Santé, au Sénat, à la Haute Autorité de Santé, à l'assurance maladie, à la CNSA, à Santé publique France, à l'Académie de médecine. Et donc ce modèle permet ici de définir précisément ce qu'est une intervention non médicamenteuse. Donc c'est un protocole. Donc je vais insister là-dessus. Un protocole, c'est un début, un milieu et une fin. L'activité physique n'est pas une intervention non médicamenteuse. Un protocole d'activité physique adaptée peut l'être. La méditation en général n'est pas une intervention non médicamenteuse, mais un protocole spécifique peut l'être. Donc de prévention santé ou de soins, donc prévenir un problème de santé ou à visée de soins qui peuvent être curatifs, vous allez voir, le terme va être important, efficace. Efficace veut dire qu'il va y avoir des preuves d'efficacité et qu'on a identifié les risques. Elle va être personnalisée, cette intervention. Il est non invasif pour bien se différencier des chirurgies, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Référencé et encadré par un professionnel qualifié. Et ces pratiques Je ont... vous a- Oui, Grégory, oui. protocole, si j'ai bien compris, protocole, ça veut dire que il y a quelque chose qui est dans la continuité, c'est-à-dire qu'il y a un, il y a un concept, il y a quelque chose euh, qui va demander à poser en fait, parce que je j'arrive pas à bien comprendre et puis je suis peut-être pas la seule à bien saisir entre la différence entre de dire la méditation c'est pas une intervention non médicamenteuse mais le principe de si c'est dans un protocole. Alors, faut peut-être expliquer un peu ça. Alors, j'y viens juste dans la diapo Ah d'après, bah, mais ah bah, merci, parfait. merci de la transition. Un protocole veut dire un programme, veut dire qu'il y a un bénéfice particulier. Par exemple, vous avez des nausées, par exemple, vous avez une fatigue extrême, par exemple, vous avez une anxiété très forte, par exemple, vous avez un problème de douleur majeure au niveau de l'épaule. Donc, c'est un protocole, ça veut dire c'est un programme qui va cibler un problème principal de santé et qui vise à le résoudre. Donc ça veut bien dire que quand on parle d'approche globale en disant on va tout faire, bah, non, en fait, on n'est pas dans un protocole. Un protocole va être effectivement un programme dont toutes les séances, je parle des séances les unes après les autres, dont je parle des techniques qui vont être utilisées, vont être spécifiques. Et Françoise, quand vous parliez par exemple de méditation, on va parler du MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, d'accord? Pour le traduire autrement, si vous avez entendu parler notamment de Christophe André, hein, où il parle de pleine conscience, il y a un protocole particulier qui s'appelle un protocole de MBSR, de pleine conscience spécifique, sur lequel, pendant 8 séances, on va vous apprendre précisément à voir comment vous allez réduire votre stress, votre anxiété, mais ce n'est pas la méditation en général. Je peux prendre mon métro et être en phase de méditation et penser à différentes choses. Là, on est dans une activité de la vie quotidienne. Par contre, un MBSR va être vraiment beaucoup plus spécifique avec des techniques spécifiques et après, je vais en garder des perspectives dans ma vie quotidienne. Mais c'est un temps donné et c'est Est-ce pas... que ça se rapproche un peu des programmes d'UTP, d'éducation thérapeutique du patient?
Je vais y venir, effectivement, des interventions non médicamenteuses sont des programmes de TP. Mais vous avez entendu dans la littérature parfois en disant des injonctions, le patient doit prendre ses traitements. Soit, mais le programme de TP qui est spécifique à la chimiothérapie orale, euh, elle a effectivement des spécificités et elle a un nombre de séances particulières dont je vais vous reparler. Effectivement, c'est un des exemples. Donc, il peut y avoir des bénéfices secondaires de cette intervention non médicamenteuse, il peut y avoir des risques qui sont connus, il y a des mécanismes, ça veut dire qu'on est capable d'expliquer pourquoi ça marche, donc rationnellement, soit par des explications physiologiques, biologiques, ou par des explications psychologiques de pourquoi il y a des bénéfices sur la santé. Donc, je vous parlais de ce protocole, je peux le connaître de façon plus détaillée. Je le connais, le professionnel, qui est capable de le mettre en œuvre, un diététicien, un psychologue, un, un kiné, un psychomotricien, un ergothérapeute, etc., etc. Bon, non, c'est une activité physique adaptée, hein, mais en tout cas, on a là une clarté vis-à-vis de qui peut le mettre en œuvre et dans quel contexte d'utilisation également. Est-ce que c'est dans une structure hospitalière? Est-ce que c'est dans une maison de santé? Est-ce que c'est dans un réseau de soins? Est-ce que c'est à domicile? Il y a effectivement là des contextes bien particuliers. Et donc, je vous passe les détails, mais voilà le modèle que nous avons co-construit avec donc des recommandations éthiques et des recommandations méthodologiques. On l'a appelé le NPI modèle et il est à votre disposition. Et évidemment, vous pourrez le télécharger avec des recommandations pour les chercheurs. Mais voilà concrètement ce que vous évoquez, Françoise. Donc, un des risques particuliers qui a été identifié par l'assurance maladie, c'est que effectivement, il y a des risques de non-observance, donc de non prise correcte de traitements anticancéreux oraux. Et vous voyez, les coûts sont tout à fait considérables, hein, de 27 000 à 100 000 euros par patient. Et il y a des patients qui ne le prennent pas tout à fait correctement et sur lequel donc les risques sont importants. Ça veut dire que la molécule est moins bien tolérée. Il peut y avoir des effets secondaires. Il peut y avoir évidemment une efficacité qui est beaucoup moins efficace, enfin bon, beaucoup moins euh, pertinente. efficiente. Oui, allez, allons-y. Et il y a des risques également, potentiellement, avec des interactions avec d'autres médicaments, des compléments alimentaires ou des plantes. Et donc, c'est la raison pour laquelle des chercheurs ont créé un programme de TP, non pas le TP en général, mais un programme qui est spécifique à cette problématique. Et vous voyez, c'est une consultation d'un pharmacien hospitalier suivi de 3 rappels téléphoniques par une infirmière de l'hôpital pour voir si effectivement il y a une compréhension et on voit qu'il y a une augmentation, une amélioration de l'observance, une réduction des toxicités et donc des études cliniques vont pouvoir le démontrer, une diminution du risque de décès prématuré et une amélioration de la qualité de vie des malades. Donc on est bien là dans une intervention non médicamenteuse et non pas l'injonction de bah, vous avez qu'à prendre correctement le médicament. Donc le résultat, et je voudrais vraiment vous parler de ça, ça semble l'élément le plus central, c'est effectivement comment on a créé un référentiel des interventions non médicamenteuses qu'on a lancé en octobre 2024. Donc, si vous permettez, je vais faire... Grégory, j'en profite, hein. On a deux questions dans le chat. Oui. Peut-être rappeler aussi les fondements de la recherche et la déclaration d'Helsinki. Pourquoi sur la fiche ne figure pas le comité d'éthique? Bien sûr. Dans les 77 recommandations, il y a 14 recommandations éthiques. Et une des 14 recommandations éthiques, c'est que tout protocole d'évaluation doit passer en amont par une validation d'un comité d'éthique. Absolument, c'est indispensable. Et beaucoup d'études sont publiées en ce moment dans des revues scientifiques qu'on appelle prédatrices, sur lesquelles la qualité scientifique est insuffisante. Et c'est la raison pour laquelle notre modèle d'évaluation va permettre effectivement d'identifier des euh, études qui seront conformes aux attendus internationaux de la recherche et non pas des études qui sont faites un petit peu en sauvage. J'ai répondu?
tout à fait. Donc, concrètement, vous pouvez aller sur le référentiel des interventions non médicamenteuses. Vous voyez, référentiel inm.org, et il est en français et en anglais. Tout est gratuit et en accès libre pour les patients. Et il y a juste une demande pour les professionnels à avoir juste leur nom et leur prénom pour être sûr que on sait qui va consulter. Donc, vous avez ici, lorsqu'on tape cancer, vous voyez les 4 premières interventions non médicamenteuses qui ont été établies et qui permettent effectivement d'avoir tout un détail de ces interventions. Donc, vous pouvez ici l'avoir. Je peux prendre l'exemple de TP dont je viens de parler, mais je pourrais en prendre un autre. Lequel vous voulez que je prenne? Je vais prendre, pourquoi pas, celle-ci. Donc, c'est sur la thérapie cognitivo-comportementale contre l'insomnie. Il y a donc des données très consolidées et vous allez retrouver dans le descriptif un descriptif dédié strictement aux patients sur lequel, et on l'a appelé la notice de l'intervention non médicamenteuse, on a une désignation, une indication, et vous voyez, pour traiter l'insomnie modérée, comment ça se passe? Ça se déroule sur 6 semaines, il y a un nombre de séances données. Il y a d'autres bénéfices santé, peut-être je peux l'agrandir. Diminution des symptômes dépressifs, réduction de la fatigue, aucun risque direct n'a été signalé par les études. Des risques d'interaction, on n'en a pas trouvé. Y a-t-il des contre-indications? Les précautions, les dispositifs réglementaires et l'auteur de la fiche, et avec la version ici. On a, pour les professionnels, c'est ce que je vous évoquais, le détail complet. Et c'est tout l'enjeu de ce référentiel de bonnes pratiques des interventions non médicamenteuses, c'est que le professionnel dispose de toutes les justifications scientifiques avec toute la biblio qui est associée, bibliographie de toutes les études qui ont été associées à cette intervention, avec les tests, avec les bénéfices, avec les mécanismes biologiques, psychosociologiques, les publics répondeurs, les non-répondeurs, les participants, la durée, le nombre de séances par semaine, la procédure, les composants, ensuite le matériel, le lieu de pratique, les bonnes pratiques de mise en œuvre, les bonnes pratiques de pérennisation, les précautions, les caractéristiques réglementaires. Vous voyez, on a absolument tout le détail quand vous évoquiez tout à l'heure, Françoise, c'est un protocole. Et vous allez voir, je vais y revenir, il y a ici une bibliographie détaillée de cette étude qui a été testée pour les patients avec des bénéfices, et vous voyez à quel point il y a de la biblio. Il y a une recommandation évidemment et ça cadre dans ce qui relève des recommandations générales de la haute autorité de santé également. Donc vous pouvez retrouver sur ce référentiel différentes pratiques. Je vais revenir à mon diaporama, mais sur lequel, en fonction de la recherche, vous voyez ici, on a donc le programme deux programmes de TP. On a un programme ici d'activité physique contre donc la fatigue, mais on va en trouver d'autres. Mais c'est un programme d'activité physique adaptée anti-fatigue. Ce n'est pas un programme générique d'activité physique. Donc je vais arrêter le partage et je vais revenir. On peut savoir, Grégory, que sur cette fiche, à partir de cette fiche, on peut savoir, donc j'ai vu, il y avait le nom de la personne qui avait fait l'étude, où il peut y avoir donc, j'imagine, plusieurs personnes. Euh, et qu'est-ce que ça va apporter? Ça va dire, vous pouvez pratiquer cette technique-là. Le but, c'est quoi en finale? Le but en finale, je vais le dire maintenant. Merci beaucoup de la transition. On ne s'est pas organisé, mais Ah bah non, alors là, mais là, c'est bon. un, On a c'est une autre question aussi. C'est quoi un. un cancer dit solide? Ah, un cancer solide, un cancer d'une tumeur solide. Une tumeur solide, voilà. Concrètement, euh, un, ça va permettre de donner à tous les patients une information sur les pratiques qui sont validées, sûres, et qui peuvent être utilisées par des professionnels et sur lequel, effectivement, il y a toutes les garanties
d'avoir une efficacité, que ce soit reproductible. Vous êtes sûr que quand vous allez faire cette intervention, il y a effectivement une qualité d'intervention dont vous savez que vous allez avoir les bénéfices. Deuxième élément, c'est la perspective d'avoir une formation du professionnel, non pas à, par exemple, la méditation ou l'activité physique adaptée en général, mais bien ce protocole. Donc avoir une amélioration de la qualité ou du service rendu, si vous voulez, qui est proposé. Et le troisième élément important, c'est la perspective d'un remboursement de cette pratique par, et je vais y venir, la mutuelle ou l'assurance maladie ou d'autres organisations, des associations ou potentiellement des fondations qui vont dire, là, comme je sais que ça a une efficacité, je vais avoir la possibilité de rembourser. Et je vais pouvoir tracer les interventions donc, et vous allez voir, c'est une des perspectives de dire qu'on va pouvoir améliorer la qualité de cette pratique parce que potentiellement, il peut y avoir des différences entre le nord de la France, le sud de la France, entre un milieu montagneux et un milieu au contraire extrêmement urbain. Donc, il peut y avoir des bonnes pratiques et on va échanger non plus sur l'activité physique, non pas sur la kinésithérapie au sens large du terme, mais sur ce protocole. Donc, améliorer ce contenu et partager une connaissance fiable, solide et reproductible. Et donc concrètement, vous voyez, ça fonctionne comme ça. Donc l'idée que un professionnel de santé va identifier un problème, il va prendre une décision après avoir consulté le référentiel, il peut informer également et il y a une discussion qui est faite avec le patient parce que l'identification du problème, le patient est aussi souvent au courant qu'il a un problème, donc il peut aller voir quelle est l'intervention et prendre une décision pour qu'il y ait une opérationnalisation bien meilleure et un contrôle qualité, une traçabilité. Et la perspective que nous avons, vous pourrez y retourner sur le référentiel. Vous avez, je le mettrai sur le chat, ou peut-être que quelqu'un peut le mettre sur le chat si c'est possible. Mais vous avez donc l'idée que on va collecter à travers notre société savante qui est intègre, dont le but est d'avoir aucun lien d'intérêt, mais au contraire d'améliorer ses pratiques, de collecter l'information des usagers, des utilisateurs de ces interventions et des professionnels pour à chaque fois tenter d'améliorer la pratique et de renvoyer à l'auteur de la fiche hein, ou des auteurs de la fiche les pratiques qui ont été collectées. Donc je voudrais essayer d'insister sur un point particulier qui me semble aujourd'hui majeur. On est rentré dans un monde de confusion sur lequel il y a d'un côté des activités supervisées de santé sur lesquelles les interventions non médicamenteuses sont des solutions, en particulier dans les soins de support, et à côté, il y a les activités de la vie quotidienne. J'entends activités culturelles, activités éducatives, activités professionnelles, sociales, spirituelles. Et on ne peut pas confondre ce qui relève de l'intime du personnel d'un choix de mode de vie qui n'est pas une activité de santé. Et donc, pratiquer une religion, danser, chanter, faire du théâtre, faire son jardin, et ainsi de suite, faire l'amour, tout ce que vous voulez. On est dans une activité de la vie quotidienne, d'un côté, mais on n'est pas dans le champ de la santé. Et il y a de plus en plus de praticiens qui disent qu'ils font de la santé. Maintenant, en fait, ils font une activité de divertissement, ils font une activité sur laquelle ça peut faire plaisir, mais à chacun, finalement, sa propre pratique et à chacun de choisir quelle est sa propre pratique. Mais on est bien dans une activité socioculturelle, une activité sociale, mais on n'est pas dans une activité de santé sur laquelle il y a des exigences éthiques, il y a des exigences scientifiques, il y a des exigences euh, de contrepartie et également de garantie d'efficacité. Donc on est dans deux champs différents et en ce moment, on voit des confusions fortes où effectivement, il faut que les praticiens, notamment des pratiques non conventionnelles de soins, soient en capacité à faire leur choix. Soit effectivement, ils rentrent dans une logique de santé et ils doivent respecter les modèles génériques qui ont été établis dans des activités supervisées de santé, soit ils sont effectivement dans des activités sociales, et là, évidemment, ils sont irréprochables.
Donc, nous avons établi pour ce référentiel des interventions non médicamenteuses un process standardisé qui est contrôlable par l'ensemble des autorités et des sociétés savantes. Et donc, la fabrication de ces fiches d'intervention non médicamenteuse, vous les aurez progressivement à votre disposition. Effectivement, elles sont établies selon quelque chose qui est très carré, très rigoureux. Et nous avons aujourd'hui un nombre important de soutiens, à la fois un soutien des organismes académiques, le ministère de la Santé, la Haute Autorité de Santé, l'assurance maladie, la CNSA, mais on a également, et on en est ravi, que des complémentaires santé au sens large du terme, et en particulier des organismes de prévoyance, je pense à ProBTP, et vous pouvez aller voir l'observatoire que ProBTP a monté sur la santé, il y a des informations utiles, et il prévoit d'améliorer l'offre pour les patients ou les personnes qui adhèrent en tout cas à leur organisme, la G2R, la mondiale, Harmonie Mutuelle, des assurances. Pour l'instant, on n'a pas réussi à les convaincre. Si vous avez des assureurs, ce serait bien qu'effectivement, ils puissent s'engager dans le remboursement de ces interventions non médicamenteuses. Vous avez des collectivités territoriales, il y a des fondations également, la Fondation Médéric Alzheimer, la Ligue nationale contre le cancer est aussi active pour orienter vers des interventions non médicamenteuses. Et vous avez des groupes également privés qui essayent de s'organiser pour pouvoir les développer. Donc, Je je vois voudrais pas citer l'Apsos. alors, j'arrive. Je vais les citer à la fin, en fait. Donc, effectivement. Donc, la recherche sur les interventions non médicamenteuses, donc ici, on fait une requête sur la base de données de toutes les études et qui est la plus ouverte, la plus connue, qui s'appelle PubMed. Lorsque vous faites Non-Pharmacological Intervention, vous avez, c'était ce matin, 12 290 articles. Quand vous cherchez sur Drug ou Surgery, vous êtes à 5 millions d'études. Donc on a un déficit, et c'est ce que je veux dire, c'est que Hippocrate l'avait déjà dit il y a 2500 ans, que des régimes, que de l'activité physique pouvait être utile pour la santé, mais finalement la recherche sur les interventions non médicamenteuses se consolide uniquement aujourd'hui à travers un modèle consensuel d'évaluation. Alors nous faisons des rencontres pluriprofessionnelles, on en avait organisé ici sur l'obésité, et on fait un sommet mondial tous les ans. Le prochain va se tenir à Paris les 15 et 16 octobre. Vous êtes les bienvenus parce que c'est un sommet, c'est pas qu'un congrès scientifique. Ça veut dire que les représentants patients, ça veut dire que également les praticiens sont les bienvenus pour effectivement faire avancer l'ensemble de la chaîne de valeur de ces interventions non médicamenteuses, de la recherche à la pratique. On a publié un livre blanc dont tous les bénéfices vont à la société savante d'intérêt général. Hein. Encore une fois, je ne gagne rien dans cette structure et la plupart des personnes sont aujourd'hui bénévoles. On a créé un guide multilingue, un accès libre. Je vous le mettrai en lien, mais n'hésitez pas à le télécharger. C'est sur la partie NPI modèle, c'est-à-dire un guide. Pourquoi? Parce que finalement, les interventions non médicamenteuses, elles sont valables pour la France, mais elles sont valables également pour l'Europe, mais elles sont également valables pour le monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a fait une traduction en anglais et en espagnol. Et donc, je voudrais conclure en disant, on est rentré dans une ère où vous étiez pour certains d'entre vous, des bêta-testeurs de ces solutions de soins de support. Et on va rentrer dans quelque chose de bien plus rigoureux sur lequel les protocoles, les interventions vont être mieux décrites. Donc les professionnels vont être mieux formés. Elles seront explicables. Ça veut dire qu'on n'est pas dans des mécanismes ésotériques ou irrationnels, mais bien avec des mécanismes explicatifs du fonctionnement. Elles vont être efficaces, ça veut dire qu'elles sont reproductibles, ça veut dire que ça ne marche pas que chez une personne, mais il y a véritablement une reproductibilité de l'effet. Elles sont sûres parce qu'on a identifié les risques et les mesures de précaution, et elles sont implémentables parce que ce n'est pas parce qu'elles marchent en Chine qu'elles marchent nécessairement en France, et donc il faut qu'il y ait des études qui soient menées en France pour la rendre effectivement implémentable. Et notre ambition, parce qu'on en a une dans notre société savante, et encore une fois, vous êtes les bienvenus si vous le souhaitez. J'étais très surpris de voir ce document publié par l'OMS en 2023 en disant quelles sont les médecines essentielles pour le monde. Alors en fait,
les médecines essentielles ou la liste des médecines essentielles, il n'y avait que des médicaments. Alors je vous l'accorde, en anglais, médecine veut dire drug, veut dire aussi médicament. Mais ils auraient pu dire drug. En disant ça, on a l'impression qu'il n'y a que 503 médicaments universels et rien d'autre. Eh bien, nous souhaitons, d'ici 2030, avoir dans le référentiel des interventions non médicamenteuses, au moins autant d'interventions. Et nous avons échangé, nous commençons à collaborer avec l'OMS, et puis un petit scoop que je vous donne, mais dont le but effectivement est que d'ici euh, un peu moins de 5 ans désormais, on ait au moins 500 interventions non médicamenteuses en fonction de problèmes de santé. Et donc merci Françoise, effectivement, donc nous avons, et je voudrais remercier parce que vous avez compris à quel point c'est un travail collectif, participatif, et j'insiste pour dire que nous avons chaque fois systématiquement impliqué des patients dans l'ensemble de nos réflexions depuis 2021. Donc l'assurance maladie, le Centre national de soins palliatifs et de la fin de vie, la CNSA, la HAS, l'INCA, l'INSERM, le réseau de recherche clinique en France qui s'appelle FQueen, le ministère de la Santé, d'autres grands opérateurs, et donc j'en ai parlé, et je tiens en particulier à remercier les complémentaires et la Ligue nationale contre le cancer qui nous ont beaucoup aidés. Et donc ce travail se fait, et je veux insister et finir là-dessus, sur le fait que il y a des sociétés savantes qui collaborent avec nous, dont l'AFSOS, mais pas que. Vous voyez, la cardiologie, la pédiatrie, la nutrition, la neurologie, la physiothérapie, la santé publique, et donc effectivement, ou l'endocrinologie, la pneumologie. Vous voyez, on a plein de disciplines ici et de sociétés savantes qui vont collaborer à fabriquer, à identifier ces interventions non médicamenteuses parce que c'est eux les spécialistes naturellement de ces pratiques, et on vous les partagera et seront à votre disposition. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour toutes les questions. Merci beaucoup, Grégory. C'était très intéressant, très clair. Et on voit le chemin qui est parcouru et le chemin qui reste encore à parcourir et qui demande aussi d'ailleurs à ce que tout le monde soit mobilisé. Et il y a déjà un nombre considérable d'entités, d'institutions, de pouvoirs publics qui sont déjà pris dans ce groupe. Et l'OMS, alors là, c'est un peu la cerise sur le gâteau, non? Oui, c'est la cerise sur le gâteau. Je partage juste parce que ma frustration lorsqu'on a organisé un événement à Bruxelles le 5 décembre dernier avec l'INSERM, lorsqu'on a présenté ce cheminement, hein, qui, vous avez compris, on part de France, c'est une initiative française mais qui est étendue à l'Europe et vers l'OMS, et on a été extrêmement surpris de voir que l'Europe était intéressée par les produits de santé, donc les médicaments et les dispositifs médicaux, était intéressé par les messages de santé publique génériques, mais jamais à cet intermédiaire qui est les protocoles de soignants qui soignent, d'humains qui soignent, donc de services immatériels. Et donc, effectivement, il y a tout un enjeu de dire que devant, désolé de le dire, c'est enregistré, mais c'est pas grave, mais Elon Musk qui veut qu'il n'y ait que des robots qui soignent et qu'on déshumanise finalement parce que l'IA est toute puissante et parce que les machines traitent mieux que les humains, ben non, on est là en train de dire, et au niveau européen, que effectivement, des protocoles de soins qui soignent, qui préviennent, sont des éléments centraux, surtout s'ils sont encadrés par des humains. Et on était très surpris de voir que l'Europe n'y était que peu sensible et que effectivement c'était d'autres qui avaient pignon sur rue. Donc effectivement, on a beaucoup de boulot. Mais ce qui est, et donc la mauvaise nouvelle, c'est que l'Europe est un peu en retard, mais paradoxalement au niveau international, vous avez raison Françoise, de l'OMS, mais aussi des organisations internationales. Je pense notamment à une organisation au-dessus de l'AFSOS, il y a la MASC, donc Oui. la, la Société savante internationale sur les soins de support, et ben là, directement, d'emblée, ça les intéresse parce que effectivement, des connaissances en France qui vont se développer vont pouvoir se partager quelque part dans le monde entier. Et donc, il y a une sorte d'exportation de bonnes pratiques de ces protocoles. Mais encore faut-il les calibrer, les qualifier, et c'est tout l'enjeu.
Grégory, deux questions sur l'aspect justement international. La Suisse rembourse certains INM, peut-être un exemple à suivre, où il y a des pratiques qui sont reconnues aux États-Unis, au Canada. Comment le faire reconnaître en Europe, par exemple? Comment gérer des différences euh, culturelles, internationales, à une époque où les patients peuvent voyager et s'approvisionner à l'étranger? Alors, il y a deux questions dans la question. Il y a la question du remboursement. Mm. Et évidemment, euh, nous ne sommes qu'une association de loi 1901 d'intérêt général qui partage une connaissance consolidée. Nous, NPIS, on fabrique un référentiel. On n'a aucun moyen, mais on aimerait bien avoir des moyens pour pouvoir traduire en plusieurs langues, vous voyez, Aurore, et de vraiment pouvoir l'étendre pour dire, voilà une connaissance établie. En accord avec les autorités, effectivement, c'est établi. Ensuite, ces protocoles de soins, comment on les rembourse? Tout l'enjeu est de savoir si le politique et les mutuelles et l'assurance maladie disent j'achète celui-là ou pas. Mhm. Et est-ce que le patient va en prendre une autre ou pas et va se le payer ou pas? Vous voyez? Et donc le reste à charge pour le patient, nous, et c'est pour ça qu'on fait ce congrès tous les ans au mois d'octobre qui s'appelle NPS Summit en disant on laisse la responsabilité, entre guillemets, de dire on vous a fabriqué un catalogue de pratiques fondées sur la science. Derrière, c'est au décideur, c'est à celui qui paye. Et donc, il y a peut-être des pays sur lesquels ils vont pouvoir dire, moi, ce protocole d'acupuncture, je le rembourse à 100%, où il y a un reste à charge. Ce protocole d'hypnose, je le rembourse, mais c'est un choix qui n'appartient pas à une société savante, mais bien à ceux qui s'occupent du référentiel, pardon, du remboursement, d'accord, et de la prise en charge. Et la deuxième question, elle est vraiment très très importante. Est-ce qu'il y a des spécificités culturelles? La réponse est, selon nous, il y a des invariants d'intervention. Pour résumer, je vais prendre une thérapie manuelle. Mais sur cette thérapie manuelle, ce geste vient après ce geste qui vient après ce geste, avec la séance 1, la séance 2, la séance 3. Bien sûr, il peut y avoir des ajustements et on n'applique pas bêtement une recette. Il y a un ajustement. Mais cet ajustement ne va pas jusqu'à dire, et je vais prendre un exemple peut-être très concret qui va vous parler si vous êtes à Montpellier, il y a des hypnothérapeutes qui vont dans la rue le samedi après-midi et ils font des séances d'hypnose aux passants et ils laissent leur carte à la fin. Il y a un vrai problème d'éthique, entre guillemets, de dire une séance d'hypnothérapie doit se passer dans un cadre et dans un cabinet selon un protocole et un contexte, vous voyez, sur lequel il y a des invariants. On ne doit pas faire de l'hypnothérapie de rue. Vous savez pas ce que ça va déclencher chez je sais pas, une personne. Et moi, je me souviens d'une jeune fille qui était très très mal après. Je pense qu'il est très très important d'avoir effectivement cette possibilité de dire il y a des invariantes dans ces protocoles qui sont immatériels, mais sur lesquels on ne peut pas arriver à faire autrement. Et donc, la fiche intervention non médicamenteuse permet, quel que soit le pays où on va être, de dire on respecte les invariants, mais il y a des bonnes pratiques également d'adaptation vis-à-vis du contexte culturel. J'espère que j'ai répondu. Oui, tout à fait. Au début de votre intervention, il y avait c'était pas une question, mais la gélothérapie fera sûrement rapidement partie de cette liste. C'était quand vous avez évoqué la liste des interventions non médicamenteuses. Alors, comment fait-on pour intégrer la gélothérapie? Après, j'ai vu qu'il y avait moxibustion. Quelles sont les démarches qu'il faut faire? Alors, le sujet est là extrêmement important et extrêmement, faut être rigoureux dans ce qui est évoqué. Un, la gémothérapie, Gélothérapie, pas la gémo. à quoi?
pas la gémo, mais la gélothérapie. Alors, géothérapie, je connais pas. Désolé. Mais si vous permettez, je vais prendre un exemple avec l'aromathérapie pour Oui. être, parce que je la connais bien. L'aromathérapie euh, est une discipline. Une discipline n'est pas évaluable. Le médicament n'est pas évaluable. C'est pas évaluable scientifiquement. Ça veut rien dire. Par contre, un médicament selon un problème de santé pour une indication particulière, on peut faire des études là-dessus. Donc, l'aromathérapie est dans une situation ambiguë aujourd'hui, en disant l'aromathérapie, ça marche ou pas. L'huile essentielle, elle peut être traitée selon trois catégories. Soit, exemple, l'huile essentielle de lavande, ok? Soit elle a un impact, par exemple, sur des problèmes dermatologiques. On pose de l'huile essentielle sur la peau et il va y avoir un bénéfice qui va être établi de l'huile essentielle sur la peau. Réglementairement et scientifiquement, la seule façon de valider ce protocole-là, c'est un médicament. L'huile essentielle de lavande, pour traiter un problème dermatologique, c'est un médicament. Et il faut le mesurer et le valider comme un médicament. Soit j'utilise mon huile essentielle, et vous en avez peut-être chez vous, un diffuseur d'odeur, donc huile essentielle de lavande, et je parfume mon lieu de vie avec donc cette huile essentielle. On est dans un produit de consommation courante et sur lequel on n'est pas dans une logique santé. On parfume une pièce. OK? Si je veux être dans un protocole euh, de, par exemple, d'amélioration du sommeil, il y a des études, et j'ai repéré dans un de mes bouquins, j'avais repéré qu'il y avait des huiles essentielles, donc de lavande, qu'on va poser sur un oreiller et sur lequel, avec un protocole d'éducation thérapeutique, j'insiste là-dessus, un protocole d'éducation thérapeutique utilisant un peu de parfum d'huile essentielle, on voit un bénéfice chez les patients, une amélioration des troubles du sommeil. Donc là, c'est un protocole qui devient une intervention non médicamenteuse et sur lequel il va falloir les études nécessaires pour l'intégration dans le référentiel. Et je réponds à la fin de la question, Françoise, comment on va intégrer dans le référentiel? Eh bien, nous demandons qu'il y ait donc une étude qui va être publiée qui décrit le protocole de soins avec l'huile essentielle, d'accord, pour les troubles du sommeil. Deux, on veut deux études euh, euh, cliniques qui vont montrer les bénéfices et la reproductibilité du résultat chez deux populations. On veut également une étude mécanistique qui va dire pourquoi rationnellement il y a un effet de cette intervention de médicamenteuse sur les troubles du sommeil. Et enfin, on veut une étude qui soit euh, donc d'implémentation en France. Ces cinq études, vous verrez sur le référentiel, vous avez un endroit particulier, vous pouvez déposer une intervention non médicamenteuse que vous considérez comme efficace et il va y avoir un comité d'experts, 10 personnes au minimum, sans lien d'intérêt, qui vont vérifier si effectivement ils sont bien conformes. On en parlait tout à l'heure. Si par exemple l'étude n'a pas eu de comité d'éthique, par exemple, ben, on ne pourra pas la compter comme une des cinq études nécessaires. OK? Et donc il y a une expertise qui va être indépendante. On a démarré, hein, et sur lequel on commence à recevoir. Donc vous êtes les bienvenus. Vous allez sur le référentiel, vous pouvez proposer des interventions et il y aura une expertise. On va bien vérifier que tout soit correct et on le mettra sur le référentiel. Donc oui, on est au début de l'histoire. Ouais. D'accord. Alors, il y avait aussi, euh, je retiens seulement de demander si Pfizer a obtenu et validé tous ces fameux protocoles après toutes ces diffusions mondiales. Alors, gélothérapie, c'est thérapie par le rire. Est-ce que la thérapie par le rire, c'est quelque chose qu'on peut mesurer?
Encore une fois, tout est mesurable s'il s'agit d'un protocole. La thérapie par le rire, ça veut rien dire s'il n'y a pas un protocole pour un patient donné et s'il n'y a pas des études qui vont tester donc ce protocole-là. Euh, D'accord. Sinon, comment dire? C'est juste pour provoquer, mais un film humoristique, une série humoristique, peut-être votre podcast favori de votre humoriste favori, ou peut-être que d'aller à un spectacle d'humour va faire du bien. Oui, ça peut faire du bien, mais on est bien dans une pratique que j'évoquais, qui est une pratique de divertissement. Et oui, effectivement, il peut y avoir plein de formules sur lesquelles votre podcast d'humoriste vous a fait beaucoup de bien, mais on est dans une activité de bien-être au sens d'une pratique, une pratique socio-culturelle. Ouais. Alors, les interventions non médicamenteuses sont multiples. Comment faire pour le patient? Il est certain que les chimiothérapies détériorent à côté du soin tout un tas de fonctions qui pourraient être aidées par des INM différentes. Ce seraient donc plusieurs protocoles à combiner qui peut aider le patient. Donc, Absolument. c'est bien que le patient il combine déjà tout seul dans son coin Exactement. avec la copine qui dit qu'il faut faire ci, le copain qui dit qu'il faut faire ça, la grand-mère ceci. Et puis quelquefois aussi le médecin, mais avec quelquefois de bonnes raisons, et bien entendu, mais de faire un peu savoir justement jusqu'où on peut aller. Merci beaucoup. C'est une question très, très importante. On est en train de rentrer, et l'oncologie est peut-être la discipline qui a le plus évolué, de décision partagée, c'est-à-dire de vraiment inclure le patient. Alors, vous allez me dire que c'est pas tous les deux, c'est pas partout pareil, etc., hein. Je vais éviter ce genre de commentaires, mais effectivement, on vient et on va de plus en plus vers des décisions partagées. Et pour l'instant, les équipes de soignants, mais aussi les patients n'avaient pas un référentiel de bonne pratique. Donc ils étaient un petit peu perdus et chacun était un bêta-testeur, prenait un petit peu des choses et les combinait. Là, l'enjeu est que notre référentiel qui est accessible à tout le monde sur Internet ou sur une application enfin, sur un téléphone ou sur n'importe quelle tablette, en fait, on va les intégrer progressivement dans les logiciels métiers des praticiens. Donc, on est en train d'offrir finalement un cadre cohérent pour des professionnels de la prescription, évidemment que sont les médecins, les oncologues, mais potentiellement aussi des pharmaciens. Les pharmaciens ont un rôle important à jouer dans l'ETP et ils ont été parfois négligés, mais de dire qu'il y a des interventions non médicamenteuses qui peuvent être proposées à l'hôpital ou en médecine de ville, et de la même façon pour les kinés, d'être plus consolider sur les pratiques qu'ils vont proposer et que la décision en revienne finalement à une discussion, si vous voulez, d'une équipe avec un patient. Et c'est ce qui est en train d'arriver de plus en plus. Hein, quand on parle de décision partagée, c'est qu'effectivement, on puisse avoir quelque part un travail de décision qui se fait de manière éclairée et que si effectivement vous voulez prendre une pratique et qu'aujourd'hui il n'y a pas de preuve, ça ne veut pas dire que nécessairement elle est mauvaise. Je n'ai rien à dire vis-à-vis de ça. Mais là, vous êtes sûr quand vous allez sur le référentiel que vous aurez des pratiques qui sont validées sur la science et sur lesquelles vous êtes sûr d'avoir et de chercher un professionnel qui va pouvoir le faire en pratique près de chez vous, voire parfois sur des thérapies qui sont en distanciel, hein. Je pense à des psychothérapies qui peuvent aussi se faire parfois en distanciel. Des programmes de TP. Alors, j'ai bien peur que les patients soient perdus entre INM qui sont conditionnés à un protocole et les autres soins de support qui sont efficaces mais qui ne rentrent pas dans les règles de reconnaissance d'INM. Sport, par exemple. Je suis favorable à un cadre réglementé tant pour les patients que pour les professionnels qui font correctement leur travail. Le gros problème, c'est que quand vous parlez de sport santé, je connais bien le sujet, hein, ça a été des papiers qu'on a publiés dans les années 2010 avec l'Institut du cancer de Montpellier. Arrêtez de me dire que dans le cancer, une séance d'activité physique par semaine est bonne
durant les traitements du cancer. C'est une aberration. Une seule séance, c'est insuffisant pour réduire la fatigue. On l'a montré et on l'a démontré. Et les gens vont dire, bah oui, une séance par semaine, ça suffit. Non, il y a des doses particulières et sur lesquelles on ne peut pas mélanger des activités de la vie quotidienne, bien sûr, bouger plus, etc., et un programme spécifique. Et sinon, de toute façon, il n'y aura jamais de remboursement de la part des autorités en disant est-ce qu'on va payer donc à vie une salle de sport pour chaque patient, c'est pas du tout la logique. Il y a un protocole de soins et après, il y a une autonomie. Effectivement, là, il y a une clarification et sur lequel, aujourd'hui, des complémentaires santé ont tenté de rembourser des pratiques tout à fait ésotériques et amenant des patients, et je vais le dire, hein, amenant des patients à des comportements ou à des choix qui étaient complètement à côté de la plaque. Hein, je vais vous dire un exemple très concret, hein, mais d'une patiente à qui on a dit, je ne vous dirai pas qui, mais il ne faut plus manger de sucre parce que votre cancer est dû au sucre. Donc, elle ne pouvait plus manger de gâteau. Donc, d'un mot aujourd'hui qui est la santé intégrative ou la médecine intégrative, on va tout vouloir intégrer, mais là, on devient intégriste à travers l'obligation d'un patient de ne plus manger de sucre parce qu'on dirait que son cancer, il est dû au sucre. C'est une euh, aberration scientifique. C'est même pas un fake. Vous voyez à quel point il peut y avoir là des patients qui se font abuser. Mhm. Et donc, justement, il y a aussi quelqu'un qui dit il est assez fréquent de demander un avis sur un INM à son oncologue et que celui-ci réponde je n'ai rien contre, faites comme vous le sentez. Quel professionnel peut avoir cette vision élargie et générale? Donc ça va être le travail que vous allez faire de, on va dire, d'acculturation sur ces nouvelles manières de voir la santé d'une manière globale et puis d'intégrer, pas forcément, comme vous le disiez tout à l'heure, que le voir que le médicament. Et de pouvoir se dire que justement, ces interventions non médicamenteuses, elles ont un rôle important à jouer pendant les traitements. Alors absolument, on a fait des démarches pour qu'il y ait l'obligation de cours à tous les médecins sur les interventions non médicamenteuses. Donc aujourd'hui, c'est fait. Chaque jeune médecin a une information dédiée aux interventions non médicamenteuses et le fait de les faire rentrer dans leur logiciel métier et d'avoir un arsenal, ils ont Oui, un nouvel arsenal dans leur logiciel métier va effectivement changer des choses. Mais on pense que c'est grâce à vous, les patients, que vous avez un rôle majeur à jouer en disant, docteur, vous ne savez pas, mais allez voir le référentiel, allez voir toute la bibliographie là-dessus, allez voir les standards. Et quand on a plusieurs sociétés savantes et on veut collaborer évidemment avec l'AFSOS pour identifier les pratiques qui ont fait leurs preuves, et en disant, mais non, regardez, là, on a toutes les preuves. Et un médecin n'est pas plus bête que notre, pardonnez-moi ce mot, mais en disant si il a des preuves scientifiques, alors effectivement, ce sera peut-être pas l'oncologue, Françoise, vous avez raison, peut-être que c'est l'équipe de soins de support. Dans beaucoup de oui, centres aujourd'hui, il y a une équipe de soins de support qui est dirigée par un médecin, mais il y a aussi des médecins généralistes qui sont de mieux en mieux sensibilisés aussi à la prescription des interventions non médicamenteuses. Et je voudrais dire que c'est pas intervention non médicamenteuse ne veut pas dire anti-médicament. Ça veut dire que pour certaines indications, on peut avoir des combinaisons. Que 1 plus 1, ça fait 2. Ce que je veux dire, par exemple, sur le programme de TP, un programme de TP, ce n'est pas contre le médicament. Au contraire, c'est pour améliorer l'usage du médicament et le bon usage du médicament. Donc, on est bien dans 1 plus 1, ça fait 3 dans cette optique-là. Donc, les INM sont des compléments nécessaires. Donc, les médecins ou les équipes de médecins, mais je pense aux paramédicaux, je pense en particulier à un autre métier qui est en train d'être de plus en plus sensibilisé, on travaille avec eux au niveau européen, ce sont les infirmiers qui sont souvent au contact des malades ou qui peuvent aller à domicile, ce sont aussi des personnes qui peuvent repérer des besoins et qui vont permettre certainement des recommandations ou des conseils d'INM. oui.
Donc, il y a une petite réaction par rapport au sucre en disant tout à l'heure, vous parliez du sucre. Vous n'avez pas dit qu'il fallait, enfin, vous avez dit que c'était aberrant qu'on dise que le cancer avait été provoqué par le sucre et qu'il fallait tout supprimer, parce qu'en fait, on sait aussi que le sucre, il est important aussi pour le cerveau et qu'on ne peut pas supprimer comme ça le sucre, hein. C'est pour Et ça pour que les cellules, hein, elles en ont besoin. et voilà, c'est pour. Je voudrais peut-être, permettez-moi si on a encore quelques secondes, mais je voudrais vous dire à quel point on a parlé du jeûne et dans ce que aujourd'hui, je ne l'ai pas dit peut-être suffisamment clairement, on va avoir des interventions non médicamenteuses et des pratiques non conventionnelles de soins. Mm. Pour l'instant, il n'y a pas de preuve. Et vraiment, dans les pratiques non conventionnelles de soins dans le cancer, on voit beaucoup arriver le jeûne. Mm. Durant les traitements, dire à quelqu'un de faire un jeûne et mettre en danger un patient. Je voudrais le dire le plus clairement possible. Il y a aujourd'hui toutes les preuves qu'il y a un danger à faire un jeûne durant les traitements d'un cancer, vraiment. Et que tant qu'il n'y a pas de preuves, c'est mettre en danger quelqu'un, de dire que oui, effectivement, chez la souris, on a pu trouver un mécanisme. On a pu trouver quelque chose qui avait l'air de marcher. Mais chez la souris, mais vous imaginez comment on le transfère comme ça de la souris au malade en disant le jeûne marche? Non, c'est pas vrai. Donc je pense qu'il faut être très très prudent quand on veut sortir des sentiers battus et beaucoup de gens et beaucoup de gens qui sont, je ne dis pas qu'ils sont mal intentionnés, hein. Ils peuvent être bienveillants, mais ils ont trouvé quelque chose sur Internet, ils vont dire bah oui, ça marche, donc il faut absolument le généraliser. Et ce danger, il est conséquent pour un certain nombre de personnes. Alors justement, pour finir, quelque chose qui vous tient bien à cœur aussi, je crois, c'est justement d'avoir aussi des retours de patients Oui. qui auraient été, on va dire, peut-être un peu abusés euh, et qui seraient allés même très loin sur des recommandations de des personnes à qui ils ont fait confiance et que ça vous intéresse aussi d'avoir ces témoignages-là. Donc peut-être que vous pourriez nous partager une adresse mail parce que si ces personnes ont envie de témoigner et de revenir vers vous pour en parler, pourriez peut-être noter dans le chat une adresse mail pour que et puis ça peut être pour aussi pour un autre sujet. Mais en tous les cas, c'est vrai que aujourd'hui, il peut y avoir effectivement des personnes qui encore parce que justement on est dans un état de fragilité quand on est atteint de cancer aussi, et on a envie quelquefois de tout essayer. Mais ben, peut-être qu'on va leur dire d'aller à ces personnes-là, d'aller voir le référentiel aussi. Alors, merci beaucoup. Donc, vous avez compris, j'ai deux casquettes. J'ai la casquette président d'une société savante, NPS, mais j'ai aussi la casquette de chercheur dans une unité INSERM qui s'intéresse aux pratiques non conventionnelles de soins. Et effectivement, c'est là où je vous ai parlé de l'exploration des réseaux sociaux et on s'est rendu compte que les patients parlaient aux patients. Et bravo pour votre association, elle est essentielle. Et que effectivement, ce que vous avez créé est indispensable de parler le langage des patients pour des patients. Mais qu'effectivement, il y a des cas de figure sur lesquels on voit des choses sortir et qui sont un peu. Et on a fait des études là-dessus en disant que les patients se sentent honteux de s'être fait abuser finalement par quelqu'un qui leur a dit de prendre des choses. On a chez nous, à Montpellier, une patiente qui nous a dit, je prends 500 euros par mois de compléments alimentaires et de plantes dans tous les sens. Mm. 500 euros par mois, vous imaginez la somme. Parmi tous ces compléments alimentaires plantes, il y en avait qui étaient vraiment en interaction avec les chimiothérapies. Et donc la pharmacienne qui s'appelle Caroline Perrier, je tiens à la saluer, vraiment fait un travail aujourd'hui pour améliorer finalement attention, oui mais c'est naturel, oui mais le radium c'est naturel aussi, hein. Et pourtant le radium ça a tué Marie Curie. Donc non, c'est pas vrai. Les champignons, il y a des champignons dangereux et puis la production et la qualité de la production de ces champignons ou de ces plantes n'est pas très bonne. Donc oui, on a un groupe de travail, donc j'ai mis mon mail effectivement sur lequel, si vous avez des témoignages, qu'ils soient confidentiels ou pas, on veut effectivement améliorer l'identification de ces problèmes sans jugement,
sans vouloir choquer qui que ce soit, mais simplement dire, attention, ces pratiques existent, et souvent, une pratique non conventionnelle n'est que le début de l'histoire. Et après, il y a un embrigadement où potentiellement il peut y avoir également des dérives, mais dont après, c'est le job de la Mivilude. Nous, on n'est que chercheurs. On essaye simplement de pointer et d'améliorer l'information et la bonne information. Et donc, oui, effectivement, vous allez retrouver de l'information fiable et solide à travers le référentiel. Bien, ce sera presque, on va dire, le mot de la fin là, parce que nous arrivons là à l'issue de nos... Il est 14h30, on est ensemble depuis 1h30 et merci encore Grégory de nous avoir accordé tout ce temps. Je sais qu'il est précieux euh, pour vous et je voudrais rappeler que à nouveau comme vous l'avez appelé, je ne vais pas retrouver le mot, mais ce qui est organisé à la Cité universitaire au mois d'octobre, votre sommet. euh, Sommet. et nous y étions déjà, enfin GPS Cancer l'année dernière, et franchement, c'était extrêmement intéressant. Donc, je pense qu'il faut aussi retenir ces dates-là, qui sont les dates, je les ai notées, ça 15, va être, 16. oui, 15 et 15 16 et 16 octobre. octobre. Il faut s'inscrire à l'avance, hein. Ouais, exactement, je vous l'ai mis sur le chat et effectivement, c'est la rencontre, donc c'est un sommet des pratiques ou des bonnes pratiques des interventions non médicamenteuses et on va avoir un des grands patrons cette année de la kinésithérapie donc européenne et voilà, on invite des personnes de différents secteurs à témoigner et avec des gens qui veulent mener des recherches et justement, il est temps de raisonnablement construire un chemin. Mais comme ça s'est passé il y a 60 ans pour le médicament, de pratiques étaient intuitives, elles sont devenues de plus en plus rationalisées, de plus en plus sécurisées au bénéfice des malades. Ben, de la même façon, vous voyez, on va y mettre peut-être 60 ans, j'espère qu'on sera beaucoup plus rapide, mais pour que vraiment on consolide des pratiques au bénéfice de tous et que les payeurs de santé les reconnaissent comme tels et les remboursent comme d'autres types de pratiques parce qu'elles ont effectivement fait leur preuve d'efficacité. Oui. Tous lesquels l'assurance maladie était déjà présent l'année dernière. Donc, ils ont entendu et ça, visiblement, ça les intéresse. Je vous ai dit Oui, qu'officiellement, oui. ils sont avec nous et que officiellement, entre guillemets, quand vous avez Mon Espace Psy, par exemple, qui a été développé par l'assurance maladie, mais il va y avoir de plus en plus de clarifications et de plus en plus de procédures. Donc on y travaille, on a plein de choses à vous dire au mois d'octobre là-dessus, et avec des résultats effectivement autour de ces interventions. C'est clairement l'enjeu. Et c'est effectivement la balle est dans le camp. Je le dis pas trop fort, mais la balle est dans le camp en ce moment. Merci François de l'assurance maladie et de Thomas Fatom, de Marguerite Cazeneuve pour effectivement prendre des Mais, décisions qui mais vont oui, changer nous, les choses. nous associations et malades, on les encourage vraiment à ce qu'ils s'intéressent à cela et que je pense aussi que même ce serait d'un point de vue économique plus intéressant peut-être aussi pour le garder. Mais ils ont compris. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il y a un engagement des patients à travers celles et ceux qui suivent des INM. Les patients sont plus engagés dans leurs soins. Et ils ont compris qu'il y avait des réductions d'hospitalisation, et c'est tant mieux pour eux, ils vont payer moins d'hospitalisation. Et l'hospitalisation, elle coûte très très cher. Ils vont moins payer de déplacement, moins de taxis, et il va y avoir quelque part un engagement, une construction, une collaboration. Et ça, je pense qu'ils l'ont bien compris. Et ils ont compris aussi que l'avenir Elon Musk avec que des robots soignants, c'est pas non plus tout ce Non, qu'on leur c'est pas proposait forcément comme ce que rêve. l'on a envie d'avoir, non. Bon. Merci beaucoup.